Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Je sais pas si vous savez, mais le podcast pour moi c'est un des meilleurs moments de la semaine parce que je crache un petit peu tout le contenu que j'emmagasine. Enfin le contenu léger, parce que le contenu lourd c'est celui que je fais en formation, mais c'est un moyen pour moi de cracher tout ça. Donc salut, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors il y a autre chose. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais des fois, vous faites des séances un peu, je sais pas, des séances. Enfin, j'espère que vous vous entraînez encore là, parce que je vois de plus en plus. J'avais mis un sondage là sur mon Telegram. Il y en a beaucoup qui s'entraînent plus à cause de la fermeture des salles et compagnie. Non, faites un petit entraînement les gars. Faites quelque chose, des pompes, j'en sais rien, même sans matériel. Enfin, quelque chose à la maison. Sinon, vous allez vraiment. En plus, là, les beaux jours arrivent, le printemps arrive. Là, je crois que c'est à la fin du mois, on va changer d'heure. Enfin. Non, il faut pas être pris de court par la saison, la belle saison qui arrive. Là, il faut s'y mettre quoi. Bref, en fait, je vous dis ça parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que là hier, alors moi quand j'enregistre, c'est le lundi. Vous avez le podcast le mardi, mais moi je l'enregistre le lundi. Hier dimanche pour moi, avant-hier pour vous, j'ai fait une séance. Alors attendez, je vais essayer de me remémorer la séance. C'était alors j'ai fait des flexions pour les obliques avec kettlebell. Donc là, les kettlebell, là j'ai investi, j'en ai un de 32 kilos maintenant, donc j'ai 8 j'ai 8 kilos, de 16 kilos, 20 kilos et 32 kilos. Et j'ai fait des flexions pour les obliques en superset avec des pompes. Vous voyez, le superset, là, vous allez me dire, il y a quoi à voir là-dedans? Ça, c'est les séances du dimanche. Les séances du dimanche, moi, vous savez, c'est un peu la brocante, c'est le fourre-tout. C'est des séances juste pour me bouger, pour faire mes 30-40 minutes d'activité le week-end, un petit peu pour me dérouiller. Me dérouiller comme si, bref. Et donc, du coup, je faisais des flexions d'obliques comme ça. Je faisais des pompes en même temps. Et le deuxième exercice, c'était quoi? Oui, j'ai fait des tirages mentons avec toujours ce kettlebell et j'ai fait des swings. Et en fait, ce matin, je me réveille, j'ai mal aux dorsaux. Vous allez me dire, non mais attends, mais là je suis sûr que vous êtes, attends, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il peut avoir mal aux dorsaux avec ça? Et en fait, je m'étais déjà rendu compte que ça me faisait ça avec avec le développé incliné, je pouvais avoir mal. Et en fait, c'est pas réellement au dorsaux, c'est au dentelé. Et parce que ce muscle là, vous savez, le joli muscle qu'on a tous envie d'avoir quand on est sec là, entre les selles et les obliques là, c'est là que je courbature, mais pas à l'avant en fait du dentelé, mais à l'arrière. Donc du coup, ça donne cette sensation d'avoir des courbatures au dorsaux. Bref, pourquoi je dis ça? Parce que on a souvent des courbatures improbables le lendemain de séance où on n'a pas visé ce muscle-là. Et en fait, c'est toujours intéressant de faire des petites recherches pour savoir comment on a réussi à avoir ce genre de courbature et tout ça, parce que ça donne toujours une indication sur quel muscle a été ciblé. Bref, allez, on démarre le podcast. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on a tourné ce week-end? Ce week-end, on a tourné une formation et je vous ai proposé un programme pour vous entraîner avec des poids légers. Alors, pourquoi des poids légers? Tout simplement parce que je sais très bien que 95% d'entre vous ont que des poids light à la maison. Enfin, quand je dis des poids légers, ça veut pas dire des poids ultra légers, genre des haltères de 5 kilos. Ça veut dire que vous avez à la maison des poids qui sont plus modestes que ce que vous avez quand vous vous entraînez en salle. Ce qui est normal, on n'a pas tout un râtelier d'haltères à la maison. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas mon cas. J'ai du 10 au 40, mais j'ai pas les intermédiaires. Voilà. Moi, j'ai des poids qui vont quand même assez lourds. 40 pour moi, c'est lourd. Mais il y en a, ils ont des poids, voilà, ils ont 10 kilos maxi, des choses comme ça. Et je recevais souvent des messages, moi je peux pas faire le programme parce que j'ai pas les poids qu'il faut. Et en fait, moi je me suis dit, mais au lieu que ces gens-là culpabilisent et tout, je vais leur donner la version de mon programme en version légère, parce que moi j'ai des programmes où je m'entraîne des fois en léger avec des méthodes, des stratégies et tout. Et je me suis dit, autant le mettre au propre pour les gens, pour qu'ils puissent avoir quelque chose et de manière à ce qu'ils puissent s'entraîner avec les poids qu'ils avaient. Donc
Voilà, ce que vous allez savoir faire avec ce plan, donc voilà, relancer ou maintenir le muscle avec des poids légers, construire une progression complète, ça c'est le plus important, réussir à progresser, avoir une progression, une feuille de progression avec des poids légers. Tout ce qu'il faut éviter de faire quand on s'entraîne en poids léger, le nombre exact de séries, répétitions, temps de repos, fréquence d'entraînement, etc., etc. Donc inclus, vous avez la vidéo et le plan en PDF, pas besoin de prendre des notes, pas besoin de recopier le programme ou quoi, vous l'avez directement sur un PDF. Et ce que vous allez voir aussi les avantages positifs, mais vraiment positifs, en moins d'une semaine que vous allez avoir avec un programme en poids léger. Alors, c'est pas prendre des super gros pecs et tout. Vous allez voir les points positifs, c'est des points auxquels vous n'avez pas du tout pensé et qui sont vraiment super agréables et profitables pour tout le monde. Bref, si ça vous intéresse de savoir comment vous entraîner en poids léger, vous avez le lien en description pour aller plus loin. Voilà. Bon, allez, on démarre l'épisode dans le dur. Alors, les petites actus que j'ai récupérées. Attendez, je coupe le son derrière moi, 2 secondes, parce que ça va vous faire du bruit et moi, ça me dérange. Alors, première actualité, le bisphénol B, un perturbateur endocrinien pour l'homme et l'environnement. Alors, le bisphénol B, alors je cite ce que j'ai récupéré dans l'article. Le bisphénol B est aujourd'hui utilisé comme alternative à certains usages du bisphénol A. Donc on s'en souvient, le bisphénol A, c'était il y a un peu plus de 5 ans où on a commencé vraiment à en entendre parler, mais ça remonte à plus loin que ça. Et du bisphénol S dans certains pays, notamment aux États-Unis, où il est enregistré en tant qu'additif indirect pour certains revêtements et grammage en contact avec les aliments. Donc en fait, vous savez les emballages en gros quoi. Donc quel est l'impact en fait de ce nouveau bisphénol B qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui est nouveau parce que là c'est l'ANSES qui a publié ça. Donc du coup, il s'y intéresse peut-être un peu trop tardivement, mais bon bref, c'est quand même important de savoir quels sont les impacts. Alors, premier impact, une activité endocrinienne. Le bisphénol B présente notamment une action œstrogénique en augmentant la production d'œstrogène, hormone femelle, et en activant les récepteurs aux œstrogènes. Aux androgènes, ce serait bien. Des effets néfastes en altérant le système reproducteur mâle, réduction de la production quotidienne de spermatozoïdes, diminution du poids relatif des organes reproducteurs mâles, donc des testicules quoi en gros. Et troisième point, un lien biologiquement plausible entre l'activité endocrinienne et les effets néfastes précités. Donc en gros, le bisphénol B va, je crois que ils ont le droit jusqu'à 0,1, je sais plus si c'est grammes ou milligrammes, enfin bon bref, le mieux c'est d'éviter, encore une fois, là mon conseil, prenez du temps pour vous rééquiper au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir des poils abîmés, des tupperwares abîmés et tout, dégagez-les. Et si vous avez le budget, dégagez-les tout de suite. Balancez-moi tout ça à la poubelle, là. Et commencez à investir dans des tupperwares en Pyrex, en verre, et des poêles en inox et tout. Alors vous allez me dire, ouais mais attends Théo, moi quand je fais mes œufs au plat dans les poêles en inox, je perds la moitié de mes œufs. Ce qui est vrai, moi aussi. Mais en fait, ça c'est au début. Au début, quand on a l'habitude de cuisiner avec du téflon, là, je crois que ça s'appelle comme ça, avec les revêtements où ça accroche pas. Mais en fait, il y a une technique pour cuire dans des revêtements en inox, c'est de bien faire chauffer. C'est-à-dire qu'une poêle, vous la faites bien chauffer. Une fois qu'elle est bien chaude, en fait, parce que ça se dilate, ça se contracte et tout à la chaleur. Donc forcément, il va y avoir des réactions. Donc on chauffe bien chaud, on met sur la graisse de coco, parce que si c'est bien chaud, on met pas de l'huile d'olive. Quand la graisse de coco est bien répartie sur toute la surface, on casse ses œufs dedans, et là on baisse le feu. Donc on passe de à fond à, on va dire, 1/3 de la puissance, et on laisse cuire plus longtemps qu'avant. Et en fait, au début, ça va coller un petit peu. Au bout de 2-3 minutes, si on veut l'enlever, ça sera pas possible. Mais en fait, quand la poêle va refroidir, l'œuf va se décoller un petit peu de lui-même. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on peut, avec la spatule, récupérer ses œufs. Donc, évidemment, si vous aviez l'habitude, et si vous le faites encore, de cuire avec une poêle qui n'accroche pas, j'allais dire qui ne dérape pas. Celle qui dérape pas, celle en inox. Eh ben, vous allez passer peut-être de 5 minutes de cuisson à 7-8 minutes de cuisson.
Bon, bah c'est peut-être le prix à payer pour ne pas avoir ces perturbateurs-là. Et pareil pour les Tupperware. Mais bon, je vais pas vous faire un podcast que là-dessus. J'en ai déjà parlé des dizaines et des dizaines de fois. J'ai même d'ailleurs une énorme formation sur le style de vie, les bien s'équiper dans la cuisine et tout ça. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà. Donc, deuxième grosse actualité. Moi, j'ai trouvé ça perturbant. Mais bon, je vous le lis. En Angleterre, 2 ados classés en famille d'accueil à cause de leur obésité. Déjà le titre, on se dit « Wow, what the fuck ?» Pour comprendre cette décision, il faut revenir quelques mois en arrière. Les services sociaux de West Sussex, donc sud de l'Angleterre, ont identifié l'année dernière des problèmes d'obésité dans cette famille et ont porté l'affaire au tribunal. Le juge a alors décidé d'aider cette famille en bénéficiant en fait, il lui a filé des trackers de fitness, donc des genres de Fitbit, et un abonnement pour toute la famille à une salle de sport, plus une inscription au programme Weight Watcher. Bon, le juge là, il a été quand même généreux. Fitbit, un abonnement à une salle de sport, bon, là avec le Covid, bon, et Weight Watcher. Alors, vous allez me dire, oh, non mais bon, le programme Weight Watcher, ok. Mais Weight Watcher, ils sont pas là pour fitness, abdos visibles. C'est, on va dire que c'est le premier pas dans le monde de faire attention à la bouffe. Quand je dis le premier pas, enfin voilà, c'est déjà une démarche. Je veux pas cracher sur Weight Watcher, ils ont quand même fait maigrir des gens. Après, le contenu des programmes, moi, je suis pas fan dans le sens où c'est des points. Et donc du coup, pourquoi rapidement, je donne mon point de vue. Pourquoi je suis pas fan de Weight Watcher ? Weight Watcher est quand même un programme qui fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça compte les points. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre un avocat, des olives et je sais pas, du concombre, et chaque aliment va avoir un nombre de points. Plus c'est calorique, plus vous allez avoir de nombre de points pour l'aliment. Donc, du coup, si on vous dit 10 points par jour, bon, c'est pas ça hein, la réalité, hein, mais si on vous dit 10 points par jour et que votre avocat fait 7 points, bah, il vous reste que 3 points sur la journée. Je dis, c'est un exemple bidon, mais c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne. Problématique, c'est que je pense que dans le programme, ça doit être expliqué, mais il faut quand même s'orienter vers des aliments sains. Bref, les gens, en fait, quand ils réfléchissent en termes de points, ils se disent, bon, j'ai le droit à 10 points par jour, un Twix, ça fait 5 points, un Mars, ça fait 5 points, donc je mange un Twix et un Mars et c'est bon. Parce que la réalité, souvent, les gens, c'est ça, ils vont pas se tourner vers des trucs, ils vont préférer enlever des trucs qui n'aiment pas pour gagner des points, donc typiquement des aliments sains. Ils vont dire bon ça j'aime pas, ça prend 5 points, donc je le mets pas, c'est rien, j'aime pas et en plus ça coûte des points. Je préfère mettre un truc que j'aime et comme ça conserver les points pour des trucs que j'aime quoi. Et bon voilà, c'est pour ça vous voyez la limitation du programme Weight Watcher pour moi, ça ne fait pas de sens pour moi. Après chez des personnes ça ça fait du sens. Bref. Donc le juge a été plutôt généreux. Il a filé des équivalents de Fitbit, un abonnement à la salle plus un abonnement à un programme. Et dans la suite de l'article, ils disent « Mais plusieurs mois après, les enfants n'avaient pas perdu de poids. La mère a blâmé le confinement pour justifier l'absence d'exercice physique, mais il pourrait toujours être pratiqué à la maison ou en marchant à l'extérieur, note le juge. Les trackers de fitness censés enregistrer les données sportives des enfants n'ont pas été utilisés et l'assiduité au programme Weight Watcher s'est révélée irrégulière. Le juge a alors estimé que les parents ne semblaient pas comprendre la gravité de la situation et n'avaient pas réussi à fixer des limites ni à promouvoir une alimentation saine. Je suis convaincu que cette décision de les retirer de leur famille, entre parenthèses, est à la fois nécessaire et proportionnée pour les 2 enfants, compte tenu des risques graves et permanents pour leur santé physique et mentale, si rien n'est fait pour changer leur mode de vie, a conclu le juge. Est-ce que vous vous rendez compte, donc là on a fini la citation de l'article, est-ce que vous vous rendez compte à quel point les choses changent par rapport au surpoids. Là, en fait, je pense que ça va diviser les gens en 2 catégories. Ceux qui disent « Oh, on fait ce qu'on veut, on est libre ». Et ceux d'un autre côté qui diront hey, « Est-ce que c'est pas une violence faite aux enfants ?» Et là, en fait, le juge va dans ce sens... Le juge a des coronesses, hein. A conclu la juge, donc c'est la juge, donc c'est une femme. Parce que des fois ils disent le, des fois ils disent la. Donc visiblement c'est la juge à la fin de l'article. Elle a quand même des coronesses. Parce que c'est assez nouveau ça, de dire aux gens, aux parents qui ont des enfants en surpoids, c'est finalement presque de la maltraitance en fait. Ça tomberait dans la maltraitance. Alors quel est mon point de vue là-dessus ? C'est compliqué quand même. Hein.
c'est compliqué dans le sens où je me dis que des parents, ils peuvent se retrouver désarmés par rapport à ça. Enfin, je veux dire, c'est pas inné de savoir comment faire maigrir ou bien faire bien manger ses enfants, etc. C'est pas inné, on n'est pas avec cette compétence-là, sinon il y aurait pas de surpoids. On ne naît pas avec la compétence de savoir faire maigrir les gens ou pas. Ça, en gros, c'est notre travail. Enfin, ceux qui travaillent dans le fitness comme moi et les autres, c'est notre boulot. Donc, faites-nous confiance pour ça. On est là pour ça. Mais là, je trouve ça. C'est pour ça, je trouve que la juge, elle a quand même donné des outils. Donc, le tracker fitness, la salle de sport et le programme Weight Watcher. Elle a quand même dit il faut faire quelque chose. Et je vous propose cette aide-là, quoi. Je vous fournis ces trucs-là, ce qui est bien. C'est une très bonne démarche. Après, les outils utilisés, mais bon, quand même. Donc, Weight Watcher, ils ont quand même réussi à s'immiscer au rang des recommandations auprès des juges et tout. C'est chapeau. Bref. Mais là, on est quand même, à mon sens, c'est pour moi une petite révolution. Est-ce que de voir des enfants en surpoids, ça va remettre en cause sérieusement l'éducation parentale? Est-ce que ça va... Parce que là, en gros, c'est les services sociaux qui se sont penchés sur le dossier. Donc, en gros, aujourd'hui, si vous passez dans la rue, que vous voyez vos voisins, donc le père de famille ou la mère de la famille, qui fracasse son enfant à coups de gifle, à coups de pied au cul et compagnie, c'est mal vu et probablement que si ça continue et que ça se répète, quelqu'un va les balancer aux services sociaux. Pareil, si l'enfant est maltraité dans le sens où il reste dans le froid, il reste à attendre devant la porte de ses parents parce qu'ils sont pas rentrés du travail et tout. Voilà, ça c'est communément admis entre guillemets que la personne va être cataloguée comme mauvais parent. Mais là, on en parle quand même de surpoids. Donc autour de vous, vous connaissez tous dans les familles que vous connaissez autour de vous des enfants adolescents, parce que là on parle d'adolescents en surpoids, obèses ou en surpoids. Est-ce que vous êtes prêt à dire tu maltraites ton enfant? Et là on est quand même dans une nouvelle dimension. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est quand même assez brutal pour les parents, parce que les parents se retrouvent un petit peu désarmés. Et c'est normal, ils n'ont pas les compétences pour ça. Donc le juge a été très sévère. Est-ce que c'est justifié que l'enfant est en danger? Si on prend des faits, oui, l'enfant est en danger. Les adolescents sont en danger d'être obèses. C'est une réalité de santé, etc. Après, de retirer les enfants, enfin, moi j'imagine ça doit être terrible pour des parents. Donc, on est au début de quelque chose, à mon sens. Il y aura certainement des règles, enfin, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait quelque chose, faut qu'il y ait un programme, faut que les parents soient plus alertes, plus éduqués, etc. sur comment faire pour que leurs enfants restent en forme, etc. Mais en tout cas, d'avoir au-dessus, enfin, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui plane, si ton enfant est obèse, on te l'enlève. Waouh! Je trouve ça hyper, c'est nouveau, c'est agressif. Mais je suis pas capable de dire si c'est bon ou mal en fait, parce que je suis à la fois partagé sur la douleur subie par les parents, alors que je suis pas encore parent moi, je suis pas papa, donc je suis partagé entre cette douleur que moi-même je juge terrible. Alors j'imagine même pas si j'avais des gosses, et à l'inverse de la mauvaise santé avérée des enfants s'ils sont obèses. Donc c'est très partagé. Le juge fait son boulot de partager. Et là, il a pris une décision, honnêtement, pour moi, qui est assez brutale. Et pour moi, est-ce que c'est un progrès? Je sais pas, mais en tout cas, c'est une nouveauté. J'avais jamais entendu ça. Bref. On passe à la suite, parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Donc, manger selon son ADN. Donc là, c'est Journal de Montréal. Donc, il parle de la nutrigénomique. Alors, on a déjà entendu parler de la nutrigénétique il y a quelques années. Alors, rappelez-vous, je vous remets un peu dans le contexte. Il y a quelques temps, on parlait de la nutrition par groupe sanguin. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui y croient, qui l'utilisent et tout ça, j'en sais rien. Attendez, je bois un coup. Le sujet précédent m'a desséché. Donc là, on a entendu parler de la nutrition par groupe sanguin.
Après, on a entendu parler de la nutrigénétique. Vous saviez, vous envoyez votre test et puis vous aviez des résultats et tout ça. Et maintenant, c'est la nutrigénomique. Bon, il faut faire attention. Tout ça, ce sont des termes marketing. Alors, à la base, c'est des termes scientifiques, mais qui sont utilisés au niveau du marketing parce que dès qu'on a des trucs un peu savants, bah ça fait sérieux. Bref. Donc la nutrigénomique est un champ de recherche fort intéressant en nutrition. Cette science suscite de plus en plus l'intérêt des chercheurs. En somme, l'avenir de la nutrition pourrait être si personnalisé que les conseils nutritionnels varient selon votre profil génétique. Vos gènes pourraient expliquer votre sensibilité à la caféine, au gluten ou encore votre prédisposition à gagner du poids selon votre apport en glucides ou en lipides. Les Québécois intéressés selon une étude récente, près de 91% des gens seraient prêts à suivre une alimentation personnalisée suite à un test nutrigénétique ou nutrigénomique. Surtout s'ils savent qu'ils sont porteurs d'une variation génétique qui accroît le risque de développer certaines maladies. À titre d'exemple, 85% d'entre eux rapportaient être prêts à remplacer la majorité de leurs produits céréaliers par des grains entiers, donc des trucs complets s'ils savaient qu'ils sont à risque de développer un diabète de type 2. Ce pourcentage chutait à 66% s'ils étaient conscients de ne pas être porteurs de la variation génétique associée à cette maladie. Ils étaient également intéressés à connaître l'effet métabolique des macronutriments, glucides, acides aminés, protéines, acides gras, que l'impact des micronutriments comme les folates. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Moi, personnellement, je suis partagé sur le sujet. Évidemment, tout le monde a envie de savoir pourquoi il est foutu. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes, enfin moi en tant que pratiquant de fitness et tout, j'aimerais savoir par exemple quels sont les glucides que je métabolise le mieux, quels sont ceux que je métabolise le moins aussi, parce que ça peut être intéressant de savoir qu'on les métabolise moins, parce que ça voudrait dire qu'on peut remplir plus son assiette. Et si on les alors, faut faire attention, lesquels on métabolise le mieux en glycogène et ceux en acides gras. Donc, enfin, en tour de taille, en gros, si vous préférez. Donc, tout ça, ce sont des sous-catégories à chaque fois qu'il faudrait savoir. Donc, tout ça, ça pourrait être intéressant. Parce que si jamais je vous dis, par exemple, quand toi, tu manges des lentilles, tu fais pas du tout de glycogène avec, tu fais même pas du tout de gras avec, tu les tolères pas très bien, donc du coup, tu les évacues. Ouais, donc ça voudrait dire que c'est pas bon pour toi. Pas forcément, parce que si t'es au régime, ça te permet de remplir ton assiette sans avoir les problématiques de stockage. Eh oui. Mais ça, faut être alerté là-dessus. Et par exemple, du riz, ça pourrait être, tu en fais pas mal de glycogène, mais aussi pas mal de gras. Fais attention, ce riz-là, tu fais plus de glycogène que de graisse avec celui-là. Bon, voilà, on rentre dans des détails qui pourraient être bons pour les athlètes, les personnes pointues un peu comme nous, où on aime un peu tout savoir. Donc ça, c'est la partie sympa et sexy du truc. Mais il y a la partie moins sexy. La partie moins sexy, c'est pour les hypocondriaques. Et puis même pour la population moyenne. Si vous faites le test et qu'on vous dit, monsieur, faites attention, vous êtes porteur de gènes à risque de cancer du côlon, de diabète de type 2, de cancer du poumon et de cancer du foie. Bon, votre vie à présent, elle est comment ? Je reprends l'exemple de l'épée de Damoclès de tout à l'heure. Avant, on a tous tendance à penser que le malheur arrive qu'aux autres, et on essaye de faire en sorte que ça se passe bien pour nous, en mangeant bien, en faisant du sport et tout ça. Mais si vous avez la certitude à partir d'aujourd'hui, vous recevez un test à la maison qui vous dit que vous avez 3-4 gènes pour le cancer et d'autres pour le diabète et tout ça, et un autre pour Alzheimer. Est-ce que la vie va être pareille ? Est-ce que vous voyez philosophiquement là où je veux en venir ? Est-ce que vous pensez que votre vie va être pareille en sachant que vous portez ces gènes-là, alors qu'aujourd'hui, vous n'en avez aucune idée ? Mais en fait, c'est un petit peu lié au hasard, quoi. Vous espérez que non. Moi, je pense que c'est potentiellement, ça peut réduire la qualité de vie, et pas que chez les hypocondriaques. Enfin, moi, je pense pas être hypocondriaque. Je pense être quand même, je suis comme tout le monde, j'ai peur de la maladie, comme tout le monde, j'ai pas envie d'être malade, etc. Mais je suis pas si tu me dis que t'as mal à la tête, je vais pas avoir mal à la tête dans la seconde, quoi. Je suis pas comme ça. Mais le simple fait de savoir ça, je pense que ça peut induire une forme de petit malaise, quoi, de savoir qu'on est porteur de ces saloperies. Bon.
Après, il y en a qui vont dire oui, mais tu peux agir dessus. On n'en sait rien. Enfin, oui, tu peux. La nutrition, par exemple, pour le diabète, aujourd'hui, on se rend compte que certes, elle est importante, mais il n'y a pas que la nutrition. Il faut également avoir, comme je disais l'autre jour, je crois que c'était 3 à 4 séances de musculation par semaine, plus 150 minutes par semaine d'activité cardio modérée. En fait, ça met les gens dans une catégorie où ils se disent parce que nous on aime ça, faire attention à notre bouffe et faire attention à notre activité physique, mais des gens qui s'en foutent, eh ben ils se disent qu'à vie ils vont être prisonniers de ça, de devoir faire tout ce sport et tout. Moi je pense que évidemment c'est bien pour l'avancée de la science et tout. Après, est-ce qu'on a envie de le savoir? Bon. Il y a des gens oui, il y a des gens non. Et moi, je trouve que ce genre de choses, s'il s'avère que c'est vraiment sérieux, je parle, évidemment, ça se trouve, c'est encore du marketing et c'est une belle connerie. Mais s'il s'avère que c'est quelque chose de très sérieux et qui fonctionne, de pouvoir annoncer génétiquement les risques qu'on peut avoir et tout, moi, personnellement, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de savoir, en fait. Je préfère faire un petit test à moi, de savoir quand je me sens mieux et tout, et je pense que ça permet de devenir un petit peu plus armé et de ne pas dépendre de ce genre de test, que d'avoir la certitude d'être porteur de gènes ou autre. Enfin bon, après ça n'est que mon point de vue. Il y a des gens qui en ont rien à foutre de vivre avec ça au-dessus de la tête. Moi personnellement, j'aime bien un petit peu l'incertitude de ce côté-là. Voilà, c'est mon point de vue. Après, d'ailleurs, donnez-moi le vôtre en commentaire, ça m'intéresse aussi. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit ouais Théo, tes podcasts c'est bien sur YouTube, mais il y a trop de pubs et tout. Bon, déjà, les pubs, si vous voulez pas de pubs, il faut prendre YouTube Premium. Et petit 2, YouTube n'est pas une plateforme pour le podcast. En fait, moi, je les mets sur YouTube parce que c'est une plateforme que j'utilise. Mais là où il faut écouter les podcasts, c'est Apple Music, Spotify et tout ça. Et le podcast est disponible sur toutes ces plateformes. Et là, vous n'avez pas de pub, donc voilà. C'était juste pour vous partager ça. Allez, on passe à la suite. J'en suis à combien de temps là de podcast? Certainement trop, comme d'habitude. Je parle trop de toute façon. Bref, allez, on continue. Alors là, il n'y a pas de texte en citation, mais le titre, vous pouvez aller lire. C'était le Courrier International, je crois. S'achemine-t-on vers la fin du sacro-saint triptyque petit déjeuner, déjeuner, dîner? Et en fait, dans l'article, je rebois un coup. Est-ce que vous m'avez entendu avaler? Je vous ai fait comment on appelle ça? ASMR, AMSR, ou je sais plus quoi, enfin le truc où on parle à droite, à gauche et tout. Bref, avec les petits bruits de frottement et de déglutition. Il y a des gens qui sont fétichistes de ce genre de choses. C'est la réalité. Donc, oui, dans l'article, il parlait depuis cette idée de télétravail, enfin cette réalité de télétravail, de confinement et tout, beaucoup de personnes n'étaient plus obligées parce qu'en fait, je vous remets dans le contexte, je ne sais pas si pour tous ceux qui sont en télétravail ou en chômage partiel ou confinés encore à la maison, je ne sais pas où vous m'écoutez, mais voilà, selon les cas de figure, vous n'êtes plus dans le schéma d'avant Covid. Avant, on prenait son petit déjeuner parce que après, on devait partir bosser. Le midi, on prenait sa pause déjeuner parce que soit la société ferme, soit parce que les collègues allaient à la cantine, enfin bon bref, voilà. Et le soir, on mangeait parce qu'on rentrait du boulot et puis on avait fait son sport, enfin tout était calibré. Aujourd'hui, si c'est plus le cas, peut-être que c'est plus le cas parce que vous êtes à la maison en train de bosser. Ou enfin pas dans un schéma normal. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui se sont laissées aller un petit peu à l'instinct. C'est-à-dire, mon petit déjeuner, je le prendrai quand j'ai faim. Mon repas du midi aussi et tout. Et en fait, ça a mené à des gens qui n'avaient plus de règles par rapport à ça. Et il y en a qui se disent oui, peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément besoin du petit déjeuner, qu'ils pouvaient faire qu'un seul gros repas le soir, ou alors un repas le midi, un plus léger le soir, etc., etc. Alors là, je sors du contexte nutrition, c'est-à-dire est-ce que c'est bon ou mal pour le tour de taille et tout. Et je rentre dans un autre contexte qui est la discipline. Les rythmes circadiens sont dictés par notre sommeil, par notre réveil, par toutes ces, les hormones, tout ça, mais également par ce que l'on fait de la journée. Et le rythme des repas oriente ça. C'est-à-dire que vous êtes conditionné depuis des années. Si vous prenez un petit déjeuner tous les matins à 7h, qu'après vous brossez les dents et qu'après vous prenez la bagnole pour partir au boulot, c'est un conditionnement. C'est une suite d'événements qui vous conditionne à l'action. Faites sauter un de ces événements
et vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Essayez, pour tous ceux qui prennent une douche chaude le matin avant d'aller bosser, essayez de ne pas prendre de douche demain matin. Moi, les gens le disent, je me sens pas réveillé, alors qu'il y en a d'autres qui prennent jamais de douche le matin, ils la prennent le soir, et pourtant ils se sentent réveillés. Mais vous avez des actions depuis des années qui vous conditionnent et qui vous mettent dans un état propice à l'activité du jour. Donc bosser, faire ce que vous avez à faire. Et le fait de dérégler ses repas, donc de virer des repas, de ne plus les prendre à la même heure, c'est s'exposer à un risque de dérèglement de la volonté, de la discipline de vie et tout, en fait un petit peu à une espèce de fouillis, et donc du coup de manque de discipline dans votre journée. Donc voilà, c'était juste une petite réaction que je voulais faire par rapport à ça. Moi, je pense que plus on est libre, plus on doit se discipliner. Donc, moins votre journée est dictée par quelqu'un d'autre, plus vous devez vous-même vous dicter une discipline. C'est-à-dire que l'ordre, c'est pas uniquement lié à l'armée ou alors au patron et tout ça qui vous ordonne de faire telle ou telle chose. L'ordre, c'est quelque chose d'obligatoire dans tous les cas, sauf que soit vous le déléguez à quelqu'un d'autre, donc un supérieur et tout ça, soit vous vous l'appropriez, et dans ce cas-là, il faut vous l'imposer. Mais il n'y a pas de vie agréable en désordre. Le désordre, c'est pas bon, en fait. Tout le monde vous le dira, parce que les gens se disent, oui, moi, j'aime bien le hasard et tout, mais le hasard n'est pas du désordre. Le hasard est ce qu'il y a entre les périodes d'ordre. Donc, vous mettez de l'ordre dans votre vie, dans tout ce que vous pouvez maîtriser, donc les repas, le sport et tout ça, et le désordre s'installe entre ces choses-là. Et c'est parce que justement, vous avez de l'ordre partout ailleurs que le désordre peut être bien géré. Mais si le désordre est partout, vous n'arrivez pas à vous y retrouver. Donc, moi, je pense que plus on est livré à soi-même, plus on doit mettre de l'ordre. Donc j'en parlais, s'habiller même si on reste à la maison, s'habiller ça veut pas dire qu'on travaille à poil, mais ça veut dire d'éviter de travailler n'importe comment, en fait d'éviter de travailler, de s'entraîner et de se détendre dans la même tenue par exemple, typiquement en jogging ou en short, c'est pas, ou en pyjama, c'est pas non, toutes ces choses là, et d'avoir de l'ordre pareil que si vous deviez vous présenter devant un patron ou à un entretien d'embauche. Déjà, ça montre que vous vous respectez. Et en plus de ça, parce que sinon, ça montre que vous faites ça uniquement que quand vous êtes visible par les autres. Donc ça montre bien l'image que vous avez de vous-même, quoi. Si vous vous apprêtez uniquement que quand vous êtes face à d'autres personnes, ça montre bien que quand vous êtes seul avec vous-même, vous en foutez, quoi. Et ça, malheureusement, je pense que c'est mieux respectez-vous, quoi. C'est un petit peu comme manger, ne mangez pas la tête dans le frigo. Quand vous êtes tout seul, mangez, faites-vous une belle petite table, quoi. Une fourchette, un couteau, une assiette, un verre, une serviette, une petite bougie, pourquoi pas, pour vous mettre une détente, un esprit un peu détente sympa. Et voilà. Bref. Je passe à la suite parce que je pourrais continuer à parler encore longtemps sur ce genre de sujet. Donc là, on va reprendre un petit peu, j'en avais pas parlé depuis longtemps, j'ai récupéré une question d'une auditrice et on va la traiter ensemble. Allez, je rebois un petit coup d'eau. ASMR. Alors, la question de l'auditrice. Bonjour, j'aimerais suivre la formation perte de gras. Donc oui, celle que je propose sur le site c'est vraiment le truc le plus complet que je propose sur la perte de graisse. Vous avez à la fois de l'écrit, à la fois de l'audio, à la fois de la vidéo. Donc j'aimerais suivre la formation perte de graisse, mais j'hésite, car j'ai peur de trop perdre. Désolé si ma question vous semble ridicule, je fais 1m66 pour 68 kg, mon physique me convient, mais mon ventre est bien trop gros, et ça gâche tout. Je ne vois que ça et j'en peux plus. Je fais du sport 5 fois par semaine, 30 minutes par jour en alternant haut et bas du corps avec du HIIT, et les autres jours de la semaine, j'ai une alimentation très correcte avec quelques écarts certains week-ends. Merci pour votre retour et à bientôt, Mila. Donc une fille de 45 ans. Alors, déjà, oui, c'est adapté à toi. Deuxième chose, ta question est contradictoire. Parce que tu me dis quelque chose, mon physique me convient, donc ton physique te convient au début de la phrase, et à la fin, ton ventre est bien trop gras, ça gâche tout. Je n'en peux plus. Non, donc ton physique te convient pas. La réalité montre que si tu as du gras au niveau du ventre, c'est que tu peux le perdre. Donc, en fait, tu as l'impression que si tu descends plus bas, ça devient pas bon pour toi.
Non, en fait, tu peux y aller plus bas. Là, si tu fais 5 fois par semaine, 30 minutes par jour, en alternant le haut et le bas du corps avec du HIIT et tout ça, c'est déjà une très bonne chose. C'est-à-dire qu'au niveau de l'activité physique, tu fais déjà une grosse partie du job. Moi, je te recommande, des 2 jours qui restent, parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, de continuer à bouger un petit peu. Pas faire du HIIT ou de la muscu, mais de te rapprocher plutôt d'une activité, du style un petit vélo d'appartement de temps en temps, tu vas marcher et tout ça. D'essayer d'avoir quand même tes 30 minutes d'activité. Ensuite, oui, dans le programme, tu vas savoir comment perdre correctement le gras au niveau du ventre. Tu vas également savoir comment mettre en place dans ton style de vie pas mal de bons réflexes pour que ça se détache progressivement. Ça veut dire que tu auras soit l'option violente, donc c'est-à-dire en 6 semaines je veux que ça soit réglé, soit l'option douce et agréable où tu pètes pas une durite, et justement ça se fait sur les semaines et les mois à venir. Ça, t'auras les 2 choses. Mais moi je pense que il faut faire très attention au poids de corps et au taux de gras. Tant qu'on a du gras sur le ventre, mais vraiment du gras, hein, je parle pas juste un peu de rétention d'eau, je te parle du gras. La rétention d'eau, en fait, c'est simple. La rétention d'eau, pour savoir si tu fais de la rétention d'eau, quand tu te lèves le matin, tu as les abdos visibles, et puis à 10h, 11h, t'as plus d'abdos. Donc là, enfin, t'en as moins. Donc là, c'est de la rétention d'eau. Mais quand c'est du gras, tu te lèves le matin, t'as pas d'abdos, et le soir, t'en as pas non plus. Donc ça, typiquement, on est plus sur du gras. Donc oui, tant que tu peux, enfin, tu peux largement perdre ça avec le plan que je propose. Et ça sera pour ton cas, ça sera surtout la partie alimentation à revoir, parce que certes, on peut manger très sainement sans avoir une alimentation perte de gras. C'est-à-dire qu'on peut manger sainement. Moi, je connais plein de gens qui mangent sainement, mais qui n'ont pas une alimentation perte de graisse. C'est-à-dire que ils ont beau manger sainement, ils peuvent rester avec du gras autour de la taille, voire même en prendre. Donc, ça veut dire manger sainement ne veut pas dire manger perte de graisse. Avoir une alimentation très correcte, comme tu dis, ça ne veut pas dire avoir une alimentation qui a pour but de perdre du gras. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de te tourner vers une alimentation qui a pour but à la fois d'être saine, mais aussi de te faire perdre le maximum de graisse au niveau du bide. Parce que oui, il y a des types d'alimentation qui favorisent ça. Ça ne veut pas dire que tu perdras pas ailleurs, ça voudra dire que tu vas accentuer la perte de graisse au niveau du tour de taille. Donc oui, je te remets le lien, de toute façon dans les notes de l'épisode de la formation justement dont elle parle là, Mila. Et donc du coup, d'aller jeter un petit coup d'œil. D'ailleurs, il y a une vidéo d'introduction un petit peu longue, je crois qu'elle fait 38 minutes. C'est gratuit, là tu peux aller la voir tout de suite, la vidéo, où je donne un point de vue justement sur la perte de graisse aujourd'hui, avec pas mal de petites notions à savoir avant de commencer la formation. Donc voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, et que d'ailleurs si vous avez des questions à me poser, vous avez un lien dans les notes de l'émission. Si vous voulez voir la formation dont parle Mila, vous avez le lien dans les notes de l'émission. Si vous voulez savoir comment vous entraîner en poids léger, vous avez les liens dans les notes de l'émission. Bon bref, voilà, si vous voulez me poser votre question, écouter les podcasts sur d'autres plateformes et tout ça, tous les liens sont dans les notes. Personne va les voir, ces notes, pourtant je me casse le cul à vous faire des belles notes avec les résumés, les références et tous des articles. Allez y jeter un coup d'œil. Ça vous permettra de savoir de quoi je parle à chaque fois. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode, en VIP pour tous ceux qui suivent les formations, sur le blog pour ceux qui lisent mes articles, et sur Telegram pour ceux qui me suivent, et je l'ai peut-être déjà dit. Et puis, on s'arrête là. À plus, bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.